seule limite à notre épanouissement de demain sera nos doutes d'aujourd'hui, disait Franklin Roosevelt. Car les doutes sont destructeurs, ils empêchent clairement d'avancer. Bonjour chez vous, soyez les bienvenus. Chez nous, sur la 3, nous ne doutons pas de vous et de votre amour pour la polémique. Et c'est pour cela que nous vous en servons tous les jours sans modération, n'est-ce pas, Marie-Dominique? Hello Eva. Comment Exactement. tu vas? Je vais très bien, merci. Et toi? Je vais très bien. Super. Bonjour Anaconda. Bonjour. Comment tu vas aujourd'hui? Ça va? Alors, Désiré? Toujours très content d'être là parce que justement, le week-end, c'est dans quelques heures, donc voilà. Exactement, c'est le dernier jour de la semaine. Installez-vous confortablement. C'est parti pour le sommaire. Au menu de PPLK, l'émission numéro 1 sur la polémique, décryptage sur fond de débat avec Vino l'ambassadeur, ex-membre des patrons devenu aujourd'hui promoteur de spectacle. Et vous aurez également droit aux rubriques Vérité par l'image et Face à Anaconda. Alors ne zappez pas. C'est l'histoire d'une reconversion réussie. Chanteur, acteur, aujourd'hui promoteur de spectacle, Vino se livre à vos polémistes. Restez bien en notre compagnie. C'est juste après ceci. Et on l'accueille sur le plateau, Vino l'ambassadeur. Bonjour Vino. Bonjour. Comment tu vas? Ça va super bien. On est très heureux de te recevoir sur ce plateau. Merci. Je l'ai dit, hein, chanteur, acteur, aujourd'hui promoteur de spectacle, booker, tourneur. Tu nous expliqueras en quoi consiste ton métier également. Il n'y a pas de souci. Alors, comment se fait la séparation avec les patrons? Bon, la séparation des patrons, c'est en 2009, après une tournée européenne. Bon, c'est un groupe, chacun a son éducation, chacun a sa manière de voir les choses, chacun a sa vision. Et après cette tournée-là, j'ai décidé de rester en France parce que la vision n'était plus les mêmes. Voilà, moi j'avais ma manière de voir comment le groupe allait avancer et j'ai vu que mes visions n'étaient plus pareilles. Donc j'ai décidé de rester en France pour passer à autre chose. D'accord, mais justement, avant de... on a un peu compris plus ou moins les raisons de la séparation, mais comment est-ce que tu intègres le groupe? Comment est-ce que ça se passe en fait? Les patrons, c'est depuis tout petit, à Makori, on avait un groupe d'animation à la Sikoji. Moi, je viens pas de Sikoji, je viens de Makori, non loin du 9e arrondissement. Et c'est comme ça, j'avais l'amour du Zouglou parce que ma grand-mère avait un restaurant à la Sikoji, donc tous les midis, on y allait manger au restaurant de ma mère. C'est comme ça que je voyais les grands frères, les vieux gazets animés. C'est comme ça m'a plu. Et j'ai tout abandonné mon métier, l'imprimerie, j'étais machiniste, tout et tout. Je travaillais dans des grandes boîtes en Côte d'Ivoire. Parce que moi, j'ai fait l'école, en même temps l'imprimerie. Et étant jeune, à 17 ans déjà, 16 ans, j'avais déjà un salaire. Parce que j'ai travaillé dans des grandes boîtes, j'ai roulé plus de grosses machines en Côte d'Ivoire. Et c'est des choses que les gens ne savent pas. Et c'est comme ça que je croise les patrons. Et voilà, l'aventure commence dans le grand marché de Makori. C'est là-bas qu'on a commencé nos répétitions. Vous croisez, vous étiez déjà 4 à l'époque, vous étiez beaucoup plus nombreux. C'était un groupe d'animation, on était plus de 15. D'accord, donc comment des 15 chanteurs, on se retrouve à 4 pour former le groupe et sortir une œuvre? Ouais, on a pris les meilleurs, on a pris ceux qui étaient assidus, ceux qui avaient un rôle, ceux qui étaient polyvalents. Et moi, j'étais en même temps, je faisais la comédie musicale, j'étais bassiste du groupe. Et voilà, c'était lui qui nous a formés, qui a dit bon, maintenant vous êtes prêts pour pouvoir faire un album, tout ça. Et c'est comme ça qu'on a choisi Vino. C'est entre nous, c'est le groupe qui a choisi les membres qui vont sortir d'abord. Et c'est comme ça qu'on s'est choisi. D'accord. Ouais. Et là, au niveau de l'organisation du groupe, lorsqu'il y avait un cachet, comment est-ce que la répartition se faisait? On a fait sortir notre premier album, c'était super bien, tout se passait bien, il n'y avait pas de problème. Et les problèmes commencent lorsque on croise Charlie Parker. Et Charlie Parker, c'est moi, je suis le motivateur du groupe. C'est moi, je vais vers Charlie Parker. Il avait un maquis, il était manager à Yopougon. Je allais chaque fois avec Guigui Ayano aussi, il est là, il est témoin, parce que Guigui Ayano habitait à Makori Ramblais. C'est Guigui qui me prenait tout le temps dans sa voiture. Je partais discuter avec Parker parce qu'on avait sorti un premier album qui est passé comme ça n'a pas eu ce qu'on voulait. Donc vu qu'on préparait notre deuxième album, on avait besoin d'un manager qui pouvait nous faire rentrer partout. Et Parker, au début, il ne voulait pas, mais il a dit, bon, petit Vino, comme toi, tu m'emmènes tout le temps, tu viens, tu me fatigues, je pense que je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux faire pour vous. Et c'est comme ça, c'est parti. Mais après le deuxième album, le lead vocal vraiment voulait beaucoup de droits seul. Et moi, ça chauffait ma tête, tu vois.
Et c'est des choses que je ne peux pas cacher parce que moi, je dis ce que j'ai vécu. Tu vois, c'est pas pour rentrer dans d'autres palabres, tout et tout, non. Mais je peux dire ce qui m'a fait partie du groupe parce que pour moi, c'était l'un des plus beaux groupes Zouglou, tu vois, qui pouvait émerger jusqu'à Magic System parce qu'on avait tout entre nous, tu vois. Mais l'argent a gâté beaucoup de choses. c'est Eric Patron? Ouais, c'est Eric Patron, mon frère. Donc ouais. il avait plus d'argent que vous? Non, il voulait plus. Combien il voulait? Quel pourcentage? 70? Non, bon, c'est les trucs, je ne me rappelle plus parce que maintenant les cachets ont changé. Tu vois, il voulait plus et moi j'étais quelqu'un, je ne voulais pas parce que tu sais qu'on est dans un groupe, on a les mêmes problèmes en même temps. C'est-à-dire, je touche du bois, un groupe c'est les mêmes problèmes. Quand ça marche, vous devez être ensemble, vous devez être dans la même joie. Quand ça ne marche pas, vous devez subir. Donc quand ça marche, vous devez partager les mêmes problèmes, les mêmes joies. Je disais toujours à mes amis, je dis le lead vocal, il a déjà des cadeaux que nous, on ne nous offre pas. Parce que lui, on l'invite dans les coins, on lui fait des petits cadeaux. Naturellement, c'est le visage du groupe. Voilà, c'est le visage du groupe. Okay. Donc ce qui nous revient de droit, si le lead vocal veut tout prendre en compte, il y a problème. D'accord, voilà. On va revenir sur certaines vidéos du groupe Les Patrons. Alors, Anaconda, avant la vidéo, il expliquait qu'en tant que lead vocal, Eric Patron prétendait avoir un plus gros cachet que les autres. Est-ce que tu trouves qu'en tant que lead, c'est normal en étant plus exposé et en chantant plus? Alors, je pense même que déjà, avant de venir ici, le côté voler l'argent, la séparation déjà. Voler l'argent? Non, le côté voler. Le voler l'argent, ok. La séparation déjà, à la base, vous étiez 4, après le moyen, vous étiez 4. Et il y a 2 personnes qui restent à Makori, il y a 2 personnes qui vont habiter à Yopougon. Ça, qui reste Dodo à Makori. Eric l'aime souvent à Yopougon. Maintenant, c'est partant de là vient la séparation. Ce que je veux dire, est-ce que c'est l'esprit de Makori qui fait que vous vous séparez ou mais c'est l'esprit de Yopougon qui fait que vous vous séparez? Non, ils ont le droit de vivre où ils veulent, tu vois. Mais moi, j'ai décidé de ne pas aller vivre à Yopougon. Parce que notre premier producteur, il nous avait logé à la Riviera Palmyra. Ouais. On était bien là-bas, mais la situation géographique dans le temps... Est-ce que quand ils vont à Yopougon, les mentalités changent par rapport à avant? Les mentalités changent. Parce que Yopougon, oui... Yopougon les a fait changer. Yopougon, il y a des gens qui sont là, ils ne savent pas votre souffrance, tu vois. Une fois que ça commence à marcher, c'est qu'on vous, les bars, le soir, tout ça, ça fait... Mais quand on pense ça fait changer. Ce n'est pas des gens qui étaient tout le temps Yopougon dans les bars en train de changer de mentalité. Non, je n'ai pas dit qu'ils étaient dans les bars, mais ils avaient des amis qui étaient des managers des bars, des maquis, tout et tout. Voilà, alors que nous, on n'avait pas cet esprit à Makori. Eric Patron, qui est un visionnaire, selon moi, est-ce qu'il n'a pas eu raison? Parce qu'aujourd'hui, ils restent à 2, ils font le plein des Zénith. Peut-être qu'ils ont vu ça depuis longtemps, c'est pour cela qu'ils nous ont laissé partir. Non, le problème, c'est quoi? C'est que c'est le destin, tu vois. Moi... Mais le destin, là, les bonnes choses, on provoque ça, on appelle. Oui, mais moi aussi, j'ai provoqué les bonnes choses, tu vois. D'accord. On va revenir sur les raisons de votre séparation. Hein. Tu as dit que Eric prétendait à plus que les autres. On va ouvrir le débat sur ce plateau. Est-ce que vous pensez qu'en tant que lead, il est légitime de vouloir plus que les autres? Marie-Dominique. Alors moi, je pense que ça dépend de l'organisation de chaque groupe. Hein. À la base, je crois qu'on s'assoit, on définit des règles et puis on décide que parce qu'on est lead du groupe, parce qu'on est le visage du groupe, on doit avoir peut-être, si les autres ont, je sais pas, peut-être 30%, le lead peut avoir 40%. Mais il y a d'autres groupes ici. On a reçu par exemple le groupe... Révolution, ouais. Ils ont dit que chez eux, tout le monde avait... En tout cas, il y en a plusieurs comme ça, des groupes qui sont venus, ils ont dit il n'y a pas de lead chez nous. C'est vrai qu'il y a un lead, il y a une autre personne qui est chef de groupe, mais tout le monde a droit au même cachet. Je dis ça change d'un groupe à un autre. Donc ça dépend de ce sur quoi on s'est entendu au départ. Est-ce que c'est ce sur quoi ils se sont entendus dès le départ? Est-ce qu'au départ, ils ont dit c'est la même chose pour tout le monde et après ça a changé? Ou bien dès le départ, on s'est dit, bon, Eric en tant que lead devait toucher un peu plus. C'est ça en fait. Désiré. Bon, en fait, en ce qui concerne la répartition des cachets et tout au niveau des groupes, c'est vrai qu'il y a le cas que vient de signifier Marie-Dominique où tout se fait à part égale et tout, mais il y a certains groupes où tout dépend de l'apport de chaque membre. C'est-à-dire en fonction de ton apport, c'est à partir de là qu'on peut te fixer un pourcentage. Et ça se passe avec le groupe, ça s'est passé avec le groupe Ayano. C'est vrai qu'après, ça a posé pas mal de problèmes parce que le lead, il se dit que peut-être qu'il fournit plus d'efforts. Non seulement il chante, peut-être que c'est lui aussi qui écrit les textes, qui se donne aussi en studio. Peut-être que les autres n'apportent pas leurs idées. Donc, il y a tout ça en fait. Donc, si moi, je me donne en tant que lead, je chante, je compose et j'apporte les idées pour les refrains et tout, pendant que les autres dorment ou ne font rien, c'est clair qu'à la fin, avec le cachet, on va tous partager à part égale. Ça pose problème en fait. Toi et Dodo, là, votre apport là, c'est un peu minime par rapport à ce qu'Eric fait par rapport à Clemson. Donc il ne peut pas vous donner le même montant que Anaconda, c'est normal. Anaconda, je t'explique. Dans un groupe, il y a ce qu'on appelle les droits d'auteur.
quand tu composes, tu envoies une chanson, la chanson que tu as composée est à ton nom. Donc, si tu as 10 chansons, si l'album t'appartient, tu prends tes droits au Burida. C'est ton cas? Écoute, s'il te plaît, tu prends tes droits au Burida. Tu ne peux pas avoir plus d'argent au Burida. Et dans les cachets encore, venir demander encore plus, tu vois. Quand on commençait au début, tu vois, entre nous, on n'allait jamais dit que les pourcentages étaient comme ça, ceci. On s'est connus, on a pris la musique dans la rue, tu vois. Est-ce qu'il y avait une base? C'était quoi? Il n'y avait pas de base. C'était quoi le rôle de chacun? Qui composait les textes? On composait les textes ensemble. Hein? On composait les textes ensemble. La force d'Éric Patron, c'est que lui, il est arrivé à l'école plus loin que les autres. Mais toi, tu es allé à l'école loin, non? Ton passé scolaire, là, tu as dit ça ici, tu es allé à l'école loin. Non, j'étais pas comment lui faisait? Il était plus intelligent que vous. Je faisais l'école et l'imprimerie, que j'étais machiniste, tout ça. Moi, j'étais l'un des premiers à toucher l'argent dans le groupe. Donc, l'argent, pour moi, n'était rien. Non, pas du nouveau intellectuel. Du nouveau intellectuel, moi, je ne suis pas arrivé loin à l'école. Donc, Éric Patron est le plus intellectuel du groupe. En un mot, intellectuel, qu'est-ce que tu appelles intellectuel? Celui qui allait le plus loin dans les études. Bien sûr. D'accord. Et la répartition au Burida, est-ce qu'elle était égale? Qu'elle était égale. Notre premier album était déclaré au groupe Les Patrons. À part égale. Voilà, à part égale. Tu vois, c'est comme dans la vie, tu as une femme et un matin, quand tu viens d'imposer une rivale, tu penses qu'elle accepte ou pas? Non. Voilà. Donc, la base, c'était qu'on était ensemble, on faisait tout ensemble. Quand on composait une chanson, on s'enfermait dans une maison et tu finis de la composer et demain, ton ami te dit que c'est moi qui ai ramené telle chanson, tu vois ce que ça ramène. Mais après, toi, tu disais tout à l'heure que quand tu composes 10 chansons, déjà, tu as plus. Non, ça veut dire que Éric, il composait plus de chansons sur 12 chansons, par exemple. Éric, le groupe est allé sur la base du style d'Éric Patron. D'accord, donc c'est voilà, le groupe est allé sur la base du style d'Éric Patron. Qui est le meilleur? Donc, non, ce n'est pas une histoire de meilleur, c'est une histoire de technique. C'est-à-dire que le style qu'Éric Patron il avait, on ne retrouvait pas ça encore dans le Zoulou. Donc vous êtes ralliés, vous êtes restés derrière lui. On ne s'est pas ralliés, c'est nous, on ramène Éric vers nous. Tu comprends? Parce que nous, quand on faisait l'animation, Éric lui partait à l'école. Tu vois, c'est moi tout le temps que je partais chercher Éric, on partait dans les animations, je portais les kakis, tout ça pour aller dire à son père que je suis son ami et puis lui dire bon, demain à telle heure tu viens. Tu vois, ses parents ne voulaient pas qu'il chantait, mais nous, on s'est motivés ensemble. Tu vois, chacun de nous a fait des sacrifices, il a laissé son école, l'autre a laissé son métier et puis on avance ensemble. Donc quand il y a part égale dans un groupe, hein, on le partage ensemble. Donc il y avait part égale sur les droits. Et c'est sur les cachets des albums qu'il a commencé à avoir... À partir du deuxième album, que tout s'est mélangé. Voilà, c'est à partir du deuxième album. Notre premier album, on n'avait pas de soucis. On partageait 5 francs à 4. Mais c'est à partir de quel album toi tu décides de partir? Parce que moi, c'est à partir du deuxième album. À partir du deuxième album. Notre deuxième album, il sort en 2007. Donc là où on a assis là, en fait, en t'entendant parler, c'est Éric Patron qui était ton sorcier dans le groupe. Non, personne. Éric Patron n'était pas mon sorcier. Moi, j'ai mes droits. Je connais mes droits, je suis parti. Seule personne ne m'a chassé. D'accord, ça tombe bien qu'on en parle parce que le groupe Les Patrons était sur le plateau de PPLK. Et à propos de cette séparation, voici ce qu'il disait. Vous avez fait sortir un album qui a très bien marché. Et après, vous vous retrouvez à 3. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ça va toujours, quand vous avez des rêves d'enfance, ça va toujours. On commence quelque part, et puis bon, après, les visions, quand elles sont plus les mêmes, après, chacun prend son chemin. Et puis, je veux dire, c'est le destin. C'est toujours déplorable dans un premier temps. Mais après, peut-être qu'il faut ça aussi pour que chacun puisse entrer dans sa destinée. J'en sais rien, tout, c'est une question de Dieu, c'est une question de vie. Voilà, à tort ou à raison, on essaye. Et puis, chacun a sa part de raison, sa part du contraire. Donc, je veux dire, c'est pas voulu. Donc là, on sent quand même de la langue de bois. Hein. Mais aujourd'hui, Vino a décidé donc de dire objectivement ce qui s'est passé. Bien sûr. Aujourd'hui, quels sont vos rapports? On a de bons rapports. On a de bons rapports. Hier même, j'étais au téléphone avec Éric. Il m'a appelé, il était 22h par là. J'ai dit non, je ne pouvais pas sortir, j'étais fatigué comme je venais du voyage. Et ils étaient au Zénith, je les ai accompagnés dans la communication, j'ai fait ce que je pouvais apporter dans la communication. Ils t'ont donné un peu d'argent parce qu'ils ont donné beaucoup d'argent au Zénith. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'argent des patrons. Tout le monde a besoin d'argent dans la vie. Anaconda, je n'ai pas besoin de l'argent des patrons. Quand les patrons ils sont arrivés en France, ils ont organisé une réunion, j'ai appelé les H Magnum, tout ça. Comment on pouvait toucher les DIMS, tout ce qu'on a fait, ils ont Qu'est-ce qui te motive à continuer de leur donner un coup de main? Parce qu'on est des frères. Moi, je dis toujours, ce que j'ai vécu avec les patrons... Vous êtes des frères, ça sonne. Ce que j'ai vécu avec les patrons, même mes frères du même sang, je ne l'ai pas vécu parce qu'on a fait beaucoup de galères ensemble. Ça nous rappelle un peu l'histoire des... Sur des marchés à Beaunois, parce que les gens nous abandonnaient après un spectacle. C'est tous ces souvenirs-là qui reviennent à moi. Qui te motivent. Ça nous rappelle l'histoire de Kabila avec un Magic System.
toi qui pars le premier parmi les 4, est-ce qu'ils t'ont rappelé, ils t'ont dit il ne faut pas partir, il faut rester, ou bien ils t'ont laissé partir parce que tu n'as pas trop de valeur dans le groupe? Non, ce n'est pas une histoire de valeur. Moi, je t'ai dit que je suis l'esprit du groupe Les Patrons. C'est moi, je disais, on part ici, on part, et puis ça tombait juste. Tu vois? Donc, les patrons pouvaient jamais dire ça. Sauf que lorsque tu es parti, on n'a pas trop compris, en fait, le fait que tu es un chanteur, tu es dans un groupe, tu pars, on s'attendait à une carrière solo, mais tu pars dans un autre domaine d'activité. C'est vrai que c'est dans la musique, mais un autre domaine. On n'a pas trop compris, en fait. Tu sais, tout le monde n'est pas né pour être star, tu vois. Moi, le chanteur, pas star. Justement, tu le disais hein, dans une interview, tu as dit que tout le monde ne peut pas être star, alors que tu avais une grande visibilité dans le groupe et également dans le cinéma. Oui, bien sûr. Tu ne te considérais pas comme une star? Non. Une star, pour moi, c'est trop un gros mot. Moi, je me considérais comme quelqu'un qui est célèbre. Parce qu'une star, quand on dit une star, c'est Michael Jackson. Le mot star, on ne l'utilise pas comme ça. Tu vois, moi, j'étais quelqu'un de célèbre en Côte d'Ivoire. J'avais une petite célébrité. Tranquillement, quand je passais dans la rue, on me voyait, mais je n'étais pas encore star. Donc, Assalfo n'est pas star? Assalfo, c'est une star. Tu comprends? Assalfo, c'est une star parce que Assalfo, moi, j'ai accompagné Magic System sur des festivals. C'est énorme, tu comprends? Il passe sur des chaînes françaises, il passe en radio, il fait des grands festivals. C'est ça. Non, Eric Patron, lui, c'est pas une star. Eric Patron, c'est quelqu'un de célèbre. Le mot star, on ne l'utilise pas comme ça. Moi, quand quelqu'un me dit qu'il est star, je rigole. On comprend. Pour revenir à la question de Désiré, pourquoi tu abandonnes la musique? Voilà, justement. Tu pars. Pourquoi j'abandonne? Tu étais complètement dépité, désabusé? Pas du tout. Pas du tout. Quand je suis rentré en France, j'ai fait des trucs par rapport à la musique. Mais le déclic, parce qu'en France, il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait se mettre devant les promoteurs de spectacles pour essayer de hisser la musique ivoirienne et la musique africaine très loin. Parce que les artistes, quand ils venaient en France, il n'y avait pas de mythe. Et moi, je l'ai vécu quand j'étais Les Patrons, quand on venait en tournée, on dormait chez des gens, on était maltraités. Et j'ai dit, mais Vino, voilà le moment pour toi. Parce que moi, il y a des contacts faciles, tu vois. J'ai travaillé avec des agents de joueurs, j'étais coursier de Yvon Lemay, que je salue. C'est ça qui m'a donné le déclic. Parce qu'aller discuter avec un footballeur, essayer de le convaincre pour qu'il puisse donner un mandat à un agent pour aller discuter d'un club pour lui, c'est pas donné à n'importe qui. Et ça m'a permis de pouvoir discuter avec les gens et des artistes. Parce qu'un artiste, comme je prends l'exemple Kérosène, tu viens le convaincre, tu dis, ah Kérosène, voilà, j'ai un marché pour toi, j'ai ceci, j'ai une tournée. C'est comment lui parler pour l'amener à travailler avec toi. Et ça, je l'ai appris en France. Et c'est ce déclic-là qui a fait que j'ai décidé d'être promoteur de spectacles. C'est mieux d'aider, de donner de l'argent, de trouver des contrats pour des artistes, pour que demain la Côte d'Ivoire se retrouve dans des grandes salles comme les patrons l'ont fait au Zénith, que de vouloir forcer, dire non, Vino, je vais chanter pour prouver quoi? C'est bien de faire ça, mais est-ce que tu gagnes assez? Est-ce que tu gagnes plus maintenant que quand tu étais dans le groupe? Aujourd'hui, ce que le booking, ce que l'éditeur, pardon? Le booking, voilà, c'est quoi? Le booking, moi, je suis un vendeur de dates. C'est-à-dire que je fais des calendriers, un programme pour des artistes en Europe, partout en Europe. Donc, je suis booker, je fais le booking et en même temps, je suis le tourneur qui accompagne les artistes. Et à quel point ça rapporte? Ouais, ça rapporte. Ça rapporte. Beaucoup. Ça rapporte beaucoup. Parlant des rapports, c'est quel gros conseil organisé en France? Parce que moi, j'ai accompagné un artiste. Quand je reviens chez moi à la maison, j'ai l'argent d'un salaire de quelqu'un qui va travailler un mois. Il accompagne ou mais il organise un concert? Tu accompagnes les gens comme Repero ou mais il a... Anaconda. Tu accompagnes comme Repero mais tu organises le concert de l'artiste. Je suis moi-même mon patron. J'ai ma structure qui s'appelle Collaboration Prod, qui est ma société, où je suis moi-même mon patron. J'ai ma structure qui fait le booking, qui est Vino Roison Culture. En France, aujourd'hui, tu peux demander à tous les artistes, je suis crédible, même au Cameroun, même partout. Justement, parlons de tes structures. Paraît-il qu'après le départ, puisque lorsque tu es parti, il y a Dodo aussi qui est parti, paraît-il que tu avais essayé de produire Dodo, un autre membre du groupe Les Patrons qui est parti. Oui, j'ai tendu la main à Dodo parce que moi... C'était pour faire du mal à Eric Patron et à Clemson? Pas du tout. Moi, que vous partez, c'est comme si c'est un duo et un autre duo. Pas du tout. Si je voulais faire un duo à Dodo, je n'avais pas essayé de lui tendre la main. Moi, je viens en vacances à Abidjan, on me dit que mon ami il est gravement malade, que les patrons l'ont chassé, tout et tout. Un pasteur qui vient de ma résidence, qui me le dit. Je ne peux pas laisser un ami avec qui j'ai souffert, tu vois, même si Dodo et moi, on ne s'appelait plus. Parce qu'il était dans la même logique. Quand j'ai quitté les patrons, on était en vrai clash parce qu'on ne s'appelait plus. Ok? Donc moi, je tends la main à un ami, j'essaie de l'aider, de le soigner, l'envoyer en France pour qu'il puisse suivre ses soins. Maintenant, quand tu veux faire la production avec un artiste, il a besoin de se déplacer. Il a besoin de partir en Italie, à Londres, un peu partout. Mais le gars, il vient d'arriver, il est sans papier. Comme moi, je suis arrivé en France dans les débuts, je ne pouvais pas voyager. Mais il faut trouver d'abord qui s'intègre
avant de passer à autre chose de Mais production. tu as fait 3 ou 4 ans sans papier en France. Tu travaillais au noir ou mais tu vivais des raquettes avant que tu aies ta structure qui est là aujourd'hui? Tu sais, moi je suis un enfant Je sais pas, hein. Anaconda. Moi, quand j'arrive en France en 2009, en 2010, j'ai mon cousin qui s'appelle Angwa Brou Benjamin qui signe à Valenciennes FC. Tu comprends? Et lui, C'est lui qui te nourrissait le temps que tu aies papier. il m'a tout donné, Anaconda. Et lui, quand il arrive, il n'avait pas d'argent pour discuter pour lui. Tu comprends? C'est lui qui m'impose dans son club. C'est lui avec qui je vivais. Il me donnait tout. Tu as joué ballon aussi? Moi, je n'ai pas joué au ballon. Donc, tu étais comme son agent. En fait. J'étais comme son représentant. C'est moi qui discutais avec le président. Donc, à Valenciennes, c'est comme ça que je croise des agents de joueurs au stade qui discutent avec moi, qui disent « Est-ce que tu connais tel joueur africain ?» Il dit « Oui ». Il dit « Bon, ok, viens, on travaille ensemble. Nous, on va te donner des pourcentages quand tu ramènes tel mandat, tel mandat. » Et c'est comme ça, tout est parti. Et depuis 2009, Angwa, il m'a donné une somme de 5 000 euros. Hein, en 2011 par là. Il me donne cette somme de 5 000 euros. C'est ça qui a créé Vino Roison Culture jusqu'à aujourd'hui. Et comment tu obtiens tes papiers français? Oui, mais tu n'es pas français. Moi, Oui, je toi. ne suis pas français. Tu as un titre de séjour. Moi, j'ai un titre de séjour. Donc tu peux répartir sans problème. Hein? Moi, ça fait combien de... Moi, ça fait... En 3 mois, ça fait 3 fois que je viens à Abidjan. Ah, d'accord. Tu viens régulièrement. Ouais. Voilà. Tu le disais dans une interview que tu voulais venir à la production parce que les artistes étaient maltraités. Tu l'as dit tout à Oui, l'heure. bien sûr. Depuis que tu es dans la production, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que tu Moi, as apporté? Qu'est-ce que j'ai apporté? Aujourd'hui, j'ai changé le cachet des artistes. Aujourd'hui, c'est rare que tu vas voir un artiste qui tourne à Vino qui a un cachet de 1 500 €. Non. C'est combien Anaconda de oui. Je Ça crois qu'Anaconda dépend, demandait aussi. ça dépend du buzz que l'artiste fait dans son temps. On va pour un cas pratique. Fior de Bior. Oui, Tu étais avec lui, je pense, pendant les vacances, les dernières vacances. oui, bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement avec lui? Concrètement, c'est Oui, parlant des cachets, puisque tu disais tout à l'heure que tu as changé le cachet des artistes. bien sûr. Avec Fior de Bior, qu'est-ce Fior qui de s'est Bior, quand je ramène Fior de Bior en France pour la première fois, c'est un artiste en développement. Et Fior de Bior, il arrive parce qu'il fait un featuring avec Niska, c'est la seule chanson qui tourne en club. Donc Fior de Bior, son premier cachet, ça varie. Ça allait de 2500 à 3000. Et là, quand Fior de Bior Par prestation. Par prestation. Quand Fior de Bior fait Godo Godo, quand je ramène Fior de Bior, j'augmente son cachet, il tourne en club à 5 000 à 6 000 €. D'accord. Donc, il y a des artistes qui arrivent en France. Moi, je ne connais pas le cachet des d'autres tourneurs. Mais j'arrive quand même à donner au moins du respect aux artistes. Quand ils arrivent, moi, je préfère perdre que de gagner. Parce que les artistes, quand ils arrivent, il faut les loger. Il faut payer le billet. Et avec quelle Ouais. grosse tête, quelle tête d'affiche tu as travaillé, que tu as fait tourner? Moi, je travaille avec Kérosène depuis 2016. Je suis parti avec Kérosène partout dans le monde. Moi et Kérosène, on est parti partout dans le monde. Aujourd'hui, on fait le Bataclan de Kérosène. Parce que j'ai cru, Kérosène l'a cru en moi. Il n'a pas dit Vino. C'était un ancien Zouglouman. Il était le patron. Je ne peux pas lui confier ma carrière. Il m'a donné ma chance. Et j'ai su saisir ma chance aujourd'hui depuis 2016. Et à part Kérosène? À part Kérosène, si on veut citer, on ne va pas quitter ici. Mais quand... Ah, mais donne-nous des noms. Oui, Oui, de toute façon, attends, tu as pris Kérosène. Kérosène de la main d'Emma Dobré. Il faut nous donner un peu de À part noms. Kérosène, j'ai fait Magic Diesel à Paris. J'ai fait la tournée de Mix. J'ai fait la tournée de Ketty Vara. J'ai fait la tournée de MC1. Ouais. J'ai fait la tournée de Révolution. Wow. J'ai fait, Enfin, c'est- moi, je suis le D'accord. seul tourneur. Si vous demandez à Révolution, j'ai fait 21 dates à Révolution en 2 mois avec Je Bois Pas. D'accord. C'est cette vision-là que tu avais quand tu quittais le groupe. C'est cela, tu n'as pas essayé une carrière solo ou bien en solo, mais tu n'es pas fort. Anaconda, je Oui. suis un chanteur. Jusqu'à aujourd'hui, je Mais chante. pourquoi tu n'as pas essayé une carrière solo quand tu es Tout parti? le monde n'est pas fait pour chanter Anaconda. Tu sais, dans la vie, on a un problème en Afrique. Tu sais quoi? En Afrique, on a un problème. En Afrique, les gens ont peur de se reconvertir très tôt. Moi, j'ai eu cette vision de me reconvertir très tôt parce que les gens, ils veulent toujours être à la lumière. Moi, l'humilité m'a dit que dans la vie, je préfère ramasser le travaillement d'un artiste parce que je suis toujours là, je suis derrière, mais je fabrique. Tu vois, aujourd'hui, je fais la production. Je fais la production, mais je ne veux pas produire des artistes qui sont connus. Je veux produire des jeunes qu'on ne connaît pas. Aujourd'hui, je produis Shelby. Ça tourne bien, c'est rentré en télé, tout et tout. C'est un petit qu'on va connaître bientôt. Après, je vais prendre un autre talent. Je produis aussi en France. Mais là, et Obam, c'est toi qui le produis maintenant? Je ne produis pas Obams. J'ai refusé de produire Obams parce que Obams, je dis tout le temps, j'ai été au début de la carrière de Obams parce que son producteur ne connaissait rien dans la musique. C'est qui ce Malik producteur-là? Malik Jones? Son producteur, c'était Malik Jones. Il ne connaissait rien dans la musique. Il vient dans la production, il ne Il ne faut connaissait pas rien. l'offenser. C'est fort de dire ça quand Quand tu même. dis Je qu'il ne connaît rien, l'offense pas. tu Il Il était l'offenses. chanteur, hein? Malik Jones, il était chanteur. Être chanteur ne veut pas dire que tu connais les rouages du showbiz. C'est deux choses différentes. Mais il a lancé Tu vois. Obama, toi tu t'assois ici, tu dis qu'il ne connaît rien. Il n'a pas lancé Obams. Tu sais, il ne veut pas avoir l'argent. J'ai lancé un message sur ce plateau. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui se disent producteurs. Producteur, c'est un métier. C'est un métier, on apprend à être producteur. C'est pour ça les artistes, quand on les lance, ils ont toujours des problèmes parce qu'ils ne connaissent pas les droits. Un artiste, un producteur, ça se forme. Un artiste, ça se forme. En France,
Un artiste, avant de faire sortir un album, il a une formation où on lui dit, voilà telle formation que tu vas suivre avant d'être membre de la SACEM. Et quand il a son argent, il sait comment travailler son argent, il sait comment le placer, il sait dans quelle structure s'inscrit pour qu'il puisse gagner de l'argent. Parce que là-bas, il n'y a pas... Malik Diom, qu'est-ce qui lui manquait d'après toi? Malik Diom, c'est un monsieur que moi j'aimais beaucoup. C'est un monsieur que j'aimais beaucoup. Tu l'aimes plus alors? Non. Moi, je ne peux pas dire que c'est un être humain comme moi. Mais c'est français, il dit je l'aimais beaucoup. Non, je l'aimais beaucoup. Donc tu l'aimes plus? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Malik Diom, il m'appelle. Dieu fait que je suis en Côte d'Ivoire. Il me dit, Vino, je vais te voir. Il dit, il n'y a pas de souci. Il vient de mon hôtel, on discute. Il me dit que Obama a changé de comportement. Parce que moi, je ne sais pas ce qui se passe entre eux. Moi, je suis que le booker de Obama en France. À côté de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, je ne me mêle pas. Il me dit, ah, mais ton petit, il va faire les spectacles seul. J'ai dit, ah bon, moi, mais je me fâche. J'appelle Obama. Il dit, mais Obama, tu as un problème, hein, Malik, qu'est-ce que tu ne sais pas? Dit, mon grand, quand je vais te voir, je vais t'expliquer. Alors qu'il y a longtemps qu'il faisait des choses à Obama. Obama, moi, les ramenait en France. Ça faisait la deuxième fois qu'il l'avait. Mais Obama ne m'a jamais parlé mal de Malik Diom. Il ne m'a jamais dit, le producteur lui fait ça, les galets qui y vivaient. Alors que moi-même, j'avais constaté que quand en France, on tournait, Malik demandait de lui envoyer tout l'argent des prestations de Obama. C'est dit, mais le petit mange comment? Il fait comment pour se déplacer? S'il veut un petit cadeau, s'il veut s'acheter? Non. S'il a besoin de quelque chose, il m'envoie. Moi, c'est eux qui se gèrent. Moi, le reste, je ne rentre pas là-dedans. J'ai envoyé à Malik. Et c'est comme ça Obama m'a expliqué toutes ces galères avec Malik. Mais il paraît que la rencontre d'Obama et toi, ça a failli le faire plonger parce que tu n'as pas bon aura. Ça, c'est Dieu, c'est pas... L'aura, Malik, Obama, dès qu'il est quitté dans la dernière tournée avec moi, le mois d'avril, quand il est venu, il a fait rien, ça marche. D'accord, mais en même temps, à t'entendre, c'est comme si tu es blanc comme neige, tu n'as rien à te reprocher. Non, je n'ai pas dit... Toujours est-il que Malik Diom t'accuse d'avoir saboté sa relation, sa collaboration avec... Malik Diom ne peut pas m'accuser. Malik Diom était monté par d'autres promoteurs qui voulaient, moi, mes salis, mais passer par Malik Diom. Finalement, qui a torpillé qui? Voilà. Qui a torpillé qui? Je t'explique. Malik Diom n'était pas correct. Malik Diom est un producteur. Dans la loi, un producteur ne peut pas prendre 70%. Combien le producteur doit prendre alors, normalement? Dans la loi, normalement, le manager, il prend 20 à 25%. Ça dépend du cachet de l'artiste. Ça, c'est toi, ta loi. Est-ce que c'est une loi générale? C'est une loi générale en France. Moi, je vis en France. C'est toujours pas ce que le producteur prend. Hein. Moi, c'est une loi générale en France. Le producteur, il récupère son argent sur les DAT, digital, tout ce qui... Mais le producteur n'a pas le droit même d'avoir l'argent sur le cachet des artistes. Mais comme en Côte d'Ivoire, les CD ne marchent pas, les producteurs, comme ils investissent de l'argent, ils font des clips, tout ça, pour récupérer l'argent, ils sont obligés de prendre l'argent sur les cachets des artistes. Mais normalement, le producteur, s'il prend trop, c'est 30%. Le producteur n'a pas le droit de prendre plus que ça, normalement, sur l'artiste. Parce qu'après, l'artiste, il a des managers, l'artiste, il a des danseurs. Il les gère comment? Il a ses gardes du corps. Mais l'artiste, il est ce qu'il est grâce au producteur, non? Ça veut dire quoi? Il est ce qu'il est grâce au producteur, oui ou non? L'artiste, il chante, le producteur, il investit, ok? Mais l'artiste, quand il commence à chanter, il est dans le trou, c'est le producteur qui lui met la lumière. Ça veut rien dire, ça veut rien dire. C'est pas... Le fait, c'est le message que je voulais lancer, le fait d'avoir l'argent, aider. Parce que moi, ce que Malik a fait, j'appelle pas ça de la production. J'appelle aider un jeune qui l'aime, qui veut chanter, il est au quartier, on dit bon, vas-y, on te donne un coup de main. Et Dieu merci, ça marche. Quand ça marche, il faut respecter le droit de l'artiste. L'artiste, il a une image. Si Obama s'est retrouvé avec 30%, même sur ses droits d'image, quand il faisait des publicités partout, et ce qui est normal, est-ce que Malik pensait un jour que ce qu'il était en train de faire l'artiste pouvait connaître ses droits? Obama, ça arrivait à un moment, il a commencé à fréquenter d'autres artistes qui lui disaient mais Joe, ça se passe pas comme ça, fait comme ça, fait ceci. Maintenant Vino, est-ce que aussi c'est normal qu'un manager prenne 20% sur toutes les prestations, même celles qu'il n'a pas initiées, tout simplement? Parce que c'est ça aussi avec Malik a expliqué tranquillement qu'il a simplement changé cette donne. Parce qu'au départ, c'était 20% sur toutes les prestations. Il a seulement expliqué, parce qu'il y avait des charges au niveau d'Abidjan, 20% sur les prestations que vous avez initiées, sur les marchés que vous allez envoyer. Mais c'est marché? C'est ça qui a créé. Vous parlez comme si les dates et tout. Que moi, des tournées, moi je n'ai jamais pris un centime dans un cachet de Obama en Côte d'Ivoire. Ah, et en France? En France, oui. En France, moi je... Parce que tu es son tourneur en France. Je suis son tourneur et booker. C'était quoi ton pourcentage? Mon pourcentage, c'était 40%. Pourquoi? Je t'explique. Pourquoi 40%? Je t'explique. C'est un peu trop. C'est pas trop. C'est beaucoup. Non, je t'explique. Pourquoi 40%? Ah, ça, tu es en train d'accuser Malik. Pourquoi 40%? Pourquoi 40%? En France, il y a deux rôles. Je vous ai dit que je suis booker et je suis tourneur. Le tourneur, c'est comme le manager qui a 20%. D'abord.
la structure qui ramène Obams, qui fait le booking, qui fait le programme à 20%. Tu comprends? Donc moi, vu que si on était deux, c'est-à-dire que si Vino Loison, il y avait le tourneur, il y avait le booker, ça faisait 20% pour chacun. Mais comme moi, je suis la seule personne qui fait le même rôle, ce qui revient à 40%. Tu n'as même pas de sentiments pour le petit? Sinon, c'est 20% pour le booker, 20% Alors moi, j'ai à une le question. tourneur. Puisque Oui. toi, tu avais 40% en tant que booker et tourneur. Oui. Malik Jones prenait 70% de ce qui restait. Malik Jones prenait 70% pour... Finalement, Obams, qu'est-ce qu'il avait? Non, écoute, quand moi je ramène Obams en France, Obams ne m'a jamais dit que Malik prenait 70%. Si moi je savais que Malik prenait 70%, j'allais jamais accepter de faire une tournée avec Malik, sur un artiste de Malik. Je pense qu'avec les 70%, Oui. il est passé sur un plateau, il a expliqué calmement. Dans les 70%, il y a la part des danseurs et aussi C'est pas possible. notamment Malik, l'entretien de il a l'artiste. Il a menti. Donc tout ça, c'était faux. Non, c'était faux. Il a dit Vino, qu'il prenait une c'était maison faux. pour Vino, lui. est-ce que c'est pas Oui. toi et Malik même qui ruinez Obams même? Malik. Toi et Malik, c'est pas vous qui les ruinez par hasard. Toi déjà tu prends 40% là-bas, l'autre il prend 70%. Moi, je prends 40%. Je vous ai expliqué, j'ai dit Oui, en France, mais c'est tu ne peux beaucoup, pas vous, les prendre sucez. plus de 20% ou 25% sur un artiste. Ça dépend du cachet. Moi, quand je ramène Obams, je fais des frais de visa que je paye avec... Quelque chose de ma normal. structure. Écoute, je paye l'hébergement, je paye les déplacements. À côté de ça, je fais une tournée média pour l'artiste. C'est-à-dire que je ne suis même pas producteur. Tu comprends? Hier, Obams l'est passé sur une radio. Demain, il va passer sur une télé. Tout ça, je le fais À tes avec frais. mes frais. D'accord. Donc, l'hôtel dans tout ça, tu l'hôtel d'un comptabilises. artiste, écoute-moi, l'hôtel d'un artiste comme Obams en France, minimum, c'est 120 € par jour. Calcule. Et puis tu me C'est dis, quoi, un 3 étoiles? un 4 étoiles, 3 4? étoiles, oui. Alors aujourd'hui, 3 à 4 étoiles. Obams, il a quitté... 120 € par jour, souvent c'est les Airbnb, C'est tu beaucoup. vois, où on loge, mais c'est 120 € par jour. Donc si l'artiste il fait une semaine déjà, calcule, tu me dis. Vino, Mais tu te aujourd'hui, Donc s'il il a un cachet, je prends un exemple de 2000 €, 2500 €. Moi, en temps normal, calculez ma Sans ma oublier part. les travaillements, Hein? sans oublier les travaillements. Les travaillements, on ne parle pas de travaillements. appartient à l'artiste, Souvent, on va le dans les travaillement. spectacles, il n'y a même pas de travaillement. Vino, Parce qu'on- aujourd'hui, moi, je n'aime pas les travaillements parce que ça gâte les Obams, spectacles. il est tout seul. Oui. Enfin, il n'est plus avec Malik. Est-ce que tu penses que là où il est maintenant, il est mieux que quand il était avec Malik? Il est mieux parce que je vois quelqu'un qui est libéré. Est-ce qu'il Ouais. gagne de l'argent? Il gagne de Malik l'argent. avait prévu un featuring avec Yemi Alade quand même. Il n'est jamais rentré en contact avec Yemi Alade. Qu'est-ce Yemi que tu en Alade, sais? Il a dit sur ce plateau. moi, je travaille avec Yuma, je travaille avec Live Nation. Ok? Le dimanche, on a un concert de Yemi Alade. C'est moi, je me suis occupé de tout ce qui est communication avant que je vienne à Abidjan pour les prémudes. Ok? Donc, Yemi Alade ne connaît pas Malik. Waouh. Yemi Alade ne connaît pas Obams. C'est moi, je parle de Yemi Alade à Obams. Elle dit, elle ne connaît pas. Mais il dit, au lieu de- Je n'étais pas le producteur de Obams, mais j'ai fait 2 collaborations avec Obams qui vont sortir ces 2 jours. Je ne suis pas le producteur d'Obams. Ce que Malik Mais Diom a dit, c'est pas vrai. Mais au lieu de discuter- Malik Diom, dis-lui de remettre le terrain d'Obams. D'abord, on Il va va parler venir, de ce il va venir faire. Malik. Mais au lieu de Il va venir discuter faire quoi? des filles, Obams, toi et Malik, là, pourquoi vous ne prenez pas un artiste comme Virtual Lolas comme ça pour le lancer? Si Ça vous êtes dépend. fort. Ça dépend. Virtual Lolas, il a peut-être son staff. Moi, je travaille avec des artistes que je sens. Tu comprends? Ah, tu sens pas Je n'ai Virtual Lolas? Je n'ai pas dit que Virtual Lolas, c'est un artiste qui a une très bonne carrière, qui a un très beau un talent, tout et tout. Il Mais cherche moi, un producteur. hein. Il cherche un producteur. Bon, pour le moment, il ne rentre pas dans mes plans. D'accord. C'est tout. Donc toi, c'est Obams seul qui rentre dans ton plan. J'ai beaucoup d'artistes. Est-ce que c'est Obama seul? Je tourne avec Fio, je tourne Alors, avec justement, avec plusieurs tous personnes. les artistes Oui. avec lesquels tu as tourné, quelles ont été tes déceptions? Oui, j'ai eu des déceptions. Avec quel artiste? J'ai eu des déceptions avec Magic Diesel. Et Pourquoi? qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Parce que Magic Diesel, c'est un groupe que j'ai mis dans mon cœur. Et moi, j'ai passé 1 an pour travailler sur Magic Diesel. J'ai convaincu Mas Gradel d'organiser le concert de Magic Diesel au Doc Eiffel. Mas Gradel m'a dit, Vino, je te suis. On a commencé la communion, j'étais à Abidjan, j'ai commencé à faire tous les supports ici, je suis parti en France. J'ai passé tout mon temps dans l'hiver en train de courir pour Magic Diesel à gauche, à droite. Magic Diesel, la première fois, il rentre en ambassade, ils ont eu un refus de visa. Donc j'ai fait tous les papiers, j'ai envoyé au consul pour expliquer le projet avec Magic Diesel. Grâce à moi, ils octroient le visa. Je reviens à Abidjan, je fais la promo un peu partout, sur Paris, partout. Et Magic Diesel arrive en France. Ils font le plus gros concert que les Parisiens n'avaient pas vu depuis 15 ans au Doc Eiffel. La salle était pleine à craquer. Il y avait plus C'était en de quelle place. année? C'était le 2 février 2019. Et Magic Diesel, j'ai dit aux enfants, j'ai dit, vous venez de faire un grand concert. On ne va pas ternir l'image.
On ne va pas vous faire encore tourner dans les coins. Avec le conseil que vous voulez faire, je vais vous faire 2-3 dates. Je les ai envoyés en Suisse, ils sont partis à Lyon. Et après, ils ont dit merci aux Parisiens dans un coin Zouglou. Et ils sont rentrés. Magic Diesel, quand ils arrivent, ils sont logés dans un Airbnb où Mas Gradel, lui-même qui avait réservé le Airbnb, il y avait le jardin, il y avait tout. J'étais dans des bonnes conditions. Et quand Magic Diesel revient, moi je travaille avec Magic Diesel, mais ils ont un représentant qui est le producteur, qui est Brico Golini. Donc je fais tout le point à Brico Golini. Et quand Magic Diesel revient, moi j'attends des sons que Magic Diesel un peu gâte mon nom dans les coins. Et je viens encore, je fais convaincre encore Mas Gradel dit, si on a fait Paris, on fait Abidjan. Donc on fait le palais de la culture. Moi j'arrive à Abidjan de avril au mois de juin, je suis resté là en train de tourner partout avec Aimé Zébier. Et Magic Diesel, pour tout ce que j'ai fait pour eux, Magic Diesel dit que non, ils sont venus en France. Moi, je ne les ai pas mis à l'aise, c'est rentré ici. Ils l'ont dit à qui? À qui? Ils ont dit aux gens. Ils ont dit aux gens. Et j'ai même fait un direct pour m'adresser à eux. Est-ce que tu as pris leur version? Est-ce que ce n'est pas juste des rumeurs? J'ai pris les versions parce que... Comment je me fâche? Parce qu'ils sont venus à Paris. Ils ont eu les mêmes problèmes encore avec un autre promoteur qui est mon ami qui s'appelle Dao L'Argent. OK? Et c'est Magic Diesel pendant la réunion où d'autres personnes étaient en train de régler pour dire non, eux se comportent comme ça parce que Vino s'est mal occupé d'eux. J'ai dit, mais vous ne pouvez pas me dire ça, moi. Je ne vous dois pas un cachet. Je suis venu à Abidjan. On a fait le concert. J'ai donné tout le cachet à Brico Golini. Si vous avez un problème avec votre producteur, moi, je ne suis pas là-dedans. OK? Mais vous ne venez pas à Paris et ternir mon image alors que le concert s'est bien passé, tout s'est bien passé, j'ai jamais eu de problème avec eux. Tu estimes qu'ils ont été ingrats? Ils ont été ingrats. Parlant d'ingratitude, justement, il y a beaucoup d'accusations d'artistes, hein, de tourneurs, de promoteurs qui accusent les artistes qui vont en France pour des spectacles d'être ingrats, notamment le président MBC, il y a un an, qui avait de la génération consciente, que tu connais bien, qui disait que VDA, Kérosène, Serge Beno et bien d'autres étaient ingrats. Et à ce moment-là, tu es monté au créneau en disant que cette façon de faire n'était pas la bonne et que le linge sale devait se laver en famille. Là, tu es en train de dire sur un plateau télé que Magic Diesel a été ingrat. Oui, ils ont été ingrats. Tu as même fait un direct aussi. Tu pourrais les appeler, essayer d'échanger entre frères. C'est ce que tu as Magic reproché Diesel à aussi. président MBC que tu es en train de faire. Oui, Magic Diesel pouvait m'appeler. Parce que Magic Diesel, moi, j'ai jamais eu de problème avec eux. Moi, je ne savais pas. C'est quand l'histoire, où ils ont commencé à blacklister toutes les dates à Paris, que mon nom sort là-dedans, pour dire qu'ils se comportent comme ça avec l'autre promoteur, parce que moi, quand ils sont venus avec moi, je les ai mal gérés, alors que c'est ce qui était faux, moi, c'est ce qui m'a fait mal. Je ne peux pas vous faire un concert comme ça en France, où je me suis mis au four et au moulin pour vous, et vous venez encore à Paris, c'est-à-dire que gâtez mon nom, c'est-à-dire le promoteur... Tu as senti que ça allait être dangereux pour tes autres Non, j'ai senti, parce que peut-être. ce que je ne fais pas, moi, quand j'ai tort, je demande pardon. Quand je n'ai pas tort, je ne peux pas accepter qu'un artiste que j'ai mis dans de bonnes conditions en France vienne ternir mon image. Mais quand tu parles de concert, là, dis-moi, pas en Côte d'Ivoire, hein, en France, là, oui. C'est dans les caves, c'est dans les maquis ou mais c'est dans les salles même des concerts? Je vais te dire, Anaconda, tu sais, dis-moi. Quand tu commences une activité, tu vas tout doucement. Tu n'as jamais fait de concerts en France? J'organise des concerts. Non, je ne parle pas dans maquis, dans boîte. On ne parle pas de ça. J'organise des concerts. Tu as fait un concert dans quelle salle? J'ai fait Magic Diesel au Doc Eiffel. Hein? Où encore? J'ai organisé des trucs. Moi, la plupart de mes spectacles avant, c'était à Rennes. Parce que moi, je vis à Rennes. Je vis pas à Paris. On parle des salles, on ne parle pas des villes. C'est ce que je t'ai dit. J'ai organisé pas mal de concerts. J'ai fait Kérosène à Rennes. Dans quel espace? C'est une salle à Rennes. On appelle ça l'étage. Hein? Combien de places? C'est 600 places. D'accord. Les petites salles de classe là? Non, c'est pas des salles, c'est des salles de spectacle. Anaconda. J'ai fait Kérosène, j'ai fait Coco Argenté, j'ai fait Lino Versace, j'ai fait Révolution, j'ai fait Amaral. Des playbacks, hein? C'est des playbacks. Maintenant, aujourd'hui, moi, je me suis formé. Tu comprends, Anaconda? Quand tu commences une activité, tu ne vas pas aller... Parce que pour organiser un spectacle en France, ça demande beaucoup d'argent. Aujourd'hui, je me suis formé. Aujourd'hui, j'ai créé ma société. Aujourd'hui, il y a des apports. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, Vino, si je veux une salle, si la salle coûte 10 000 €, je prends un exemple, l'État me subventionne. Donc aujourd'hui, je peux aller au Bataclan, je peux aller à l'Olympia, je peux aller à la Beaunois, je peux aller partout. Aujourd'hui, aujourd'hui, je suis prêt parce que je t'ai dit qu'à partir de 2023, j'ai déjà des salles qui sont calées. Tu pour des lives cette fois? Pour des lives. Aujourd'hui, je suis en partenariat avec la Boulonloise, je suis en partenariat avec la Bellevilloise. J'ai des noms que je ne veux pas... Sinon, je fais un artiste du rap ivoire en février. Je fais une Camerounaise le mois de mars à la Bellevilloise. Après, je fais une grosse star encore du rap ivoire dans une grande salle à Paris. Tu vois, mon programme, il est bouclé jusqu'en mois de 2023.
2023, on va passer il est beaucoup à législatif présent en juillet, ouais. à Vérité par l'image. Alors Vino, je t'invite à réagir à ces photos qu'on va te présenter. La première image est celle de Jos Menjos. Bon, Jos Menjos, c'est un grand frère qui nous a aidés, qui a participé à tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Mais à un moment, j'étais vraiment fâché contre lui. Et pourquoi? J'étais fâché contre lui parce que pour moi, c'est le passé, tu vois. Mais j'étais vraiment fâché contre lui, j'étais remonté. Et on ne s'est pas parlé pendant des années. Parce que moi, je dis, le respect, quand un petit frère te respecte, il faut lui donner le même respect. Si le petit frère te respecte, que tu veux lui manquer de respect, un jour, il ne va plus jamais te respecter. Et moi, j'étais dans cette boule-là, contre lui. Et aujourd'hui, j'ai décidé de laisser ça derrière moi. Parce que je me dis que ça n'arrange pas le showbiz ivoirien et ça n'arrange pas le showbiz africain. Il faut qu'on soit ensemble pour que tout ce qu'on est en train de faire, pour que nos petits frères derrière bénéficient. Parce qu'il y a eu Jos Menjos, il y a Vino l'ambassadeur, il y a d'autres tourneurs. Demain, il y aura d'autres... C'est un de tes devanciers. Oui, bien sûr. Demain, il y aura d'autres petits frères qu'on va former parce qu'il ne faut pas que ça s'arrête. Parce que ce qu'on est en train de faire, il faut qu'on donne ça à d'autres générations. Donc pour moi, je me dis qu'il y a eu des choses qui se sont passées. S'ils regardent l'émission, moi, c'est resté derrière moi. Aujourd'hui, je suis en train de faire mon petit bout de chemin. Je ne veux pas avoir de problème avec qui que ce soit. Mais quand vous créez des producteurs véreux, là, ça veut dire quoi? Producteurs véreux. Ouais. Ouais, il y a des producteurs véreux. Les producteurs véreux, c'est des producteurs qui n'ont pas de sentiments. Mais bon, en même temps, moi je t'ai vu dans une vidéo où tu chantais ses louanges, puisque c'est ton aîné et tout, et après, on t'a vu l'accuser de torpiller les artistes à l'ambassade. Sur ce plateau, tu dis que j'étais victime d'un manque de respect vis-à-vis de lui. Est-ce que là, vous vous êtes rencontrés pour en parler concrètement, pour finir cette histoire? Non, on s'est parlé au téléphone via un ami. Mais j'étais remonté. Parce que moi, ce grand frère-là, je l'ai mis dans mon cœur, tu comprends? Et il t'a torpillé? Oui, le problème vient de ça. Moi, je ne peux pas mentir, le problème vient de ça. Parce que moi, je ne peux pas investir de l'argent dans une salle, payer le billet d'avion de près de 6 personnes pour les faire venir en France. Et il y a quelqu'un qui envoie une lettre à l'ambassade pour dire que le quoi, ce n'est pas un promoteur. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qui s'était passé. Tu vois? Ça, c'est ta version. Hein. Ça, c'est ma version. Parce que, tu sais, moi, je n'accuse pas quelqu'un comme ça. Tu vois? Tu as les preuves de ce que tu dis? J'ai les preuves parce que, tu vois, quand tu vas à la police, il y a les preuves, mais on ne te donne pas pour aller à la maison. Mais on te montre les preuves, tu vois. Et les artistes, quand ils rentrent à l'ambassade, parce que d'abord, les artistes ont eu un refus. Et moi, j'étais dans la merde. J'étais dans la merde. Mais je vais passer par ce plateau pour dire, la même merde où j'étais là-dedans, c'est cette merde-là qui m'a donné beaucoup de portes dans toutes les ambassades de France en Afrique. Parce que ce problème où ces artistes n'avaient pas eu le visa, je dis un grand merci au président du Stade Rennais à son temps. J'étais dans la merde. Quand je t'ai dit dans la merde, c'était mon premier spectacle avec Vino Roison Culture. Je n'ai pas dormi pendant 3 jours. Il s'agissait de quel artiste? Il s'agissait de Révolution et puis Amaral. D'accord. Ouais. Au temps où Révolution a fait, je ne bois plus. Donc Révolution, ils avaient plusieurs dates. Et Révolution, ils rentrent à l'ambassade et on fait un refus. Et moi, je ne savais pas où aller. J'ai appelé Abidjan, c'était non, on ne peut pas t'aider. Et je suis allé voir le président du Stade Rennais, qui n'est pas dans la musique, qui ne connaît rien. Mais moi, vu qu'il me connaissait, et il y a des clubs qui font venir des jeunes dans des pays qui travaillent à des ambassades, c'est comme ça, j'ai eu l'idée d'aller voir le président. Et le président m'a dit, il n'y a pas de problème. Je vais appeler un ami qui travaille dans une ambassade. Et Dieu fait que cet ami-là, il était à son temps directeur culturel de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire. Et c'est ce monsieur-là qui m'a côtoyé, qui m'a pris comme un fils, que je remercie sur ce plateau, M. Nicolas Frelot, qui m'a dit, petit, si tu travailles bien, nous on va t'accompagner, on va tout. Et moi, j'ai toujours été droit avec les instituts. C'est pour ça, grâce au monsieur que j'ai dit, Nicolas Frelot, j'étais le seul promoteur africain quand il y avait le sommet France-Afrique. Mais Vino, laisse-moi parler. Oui, mais on ne comprend pas en fait. À quel moment est-ce que tu découvres que c'est Jos qui est le responsable? Je vais venir. C'est à cause de ce monsieur que j'ai été le premier promoteur africain qui a été contacté par le ministère des Affaires étrangères pour Sommet France-Afrique. Sommet France-Afrique à Montpellier. C'est toi qui as fait partie FIOR début à ça? Le 8 octobre, bien sûr, où il a chanté devant Macron. Ah, mais lui, il a dit que c'est Claude Issa qui l'a envoyé. Toi, tu dis que c'est toi qui l'as envoyé. C'est bien. Tu demandes encore à FIOR.
qui l'a accompagné. Il y a les photos encore ici. Qui a contacté, qui lui a dit, on y va à Montpellier. OK? Moi, Claudie, c'est un grand frère qui m'a tout donné. Avant, moi, quand je venais vers les grands frères qui faisaient des médias à Paris, je n'étais jamais la bienvenue. Il y a 2 personnes en France dans les médias qui m'ont ouvert toutes les portes. Il y a Amobé Meveke, père à son âme, et mon père, qui m'a ouvert les portes de France 24, qui m'a ouvert les portes de RFI, qui m'a ouvert tous les médias que tu connais. Aujourd'hui, grâce à ces 2 personnes, j'ai plus besoin de me fatiguer. J'envoie juste un mail. Je te fais passer où je veux te faire passer. On passe à l'image suivante. Oh, ma grande c'est Léa. Léa Dubois, très grande comédienne qui est ta sœur aînée, pour ceux qui ne le savent pas. Ouais. Ce que tu as à dire sur elle. C'est elle qui t'a fait jouer dans Nafi? C'est ma grande sœur qui m'a fait jouer dans Nafi. Bon, à la base, moi, j'ai fait le ballet national aussi. J'ai fait le théâtre au ballet national parce que ma grande sœur, elle voulait vraiment que je sois dans le théâtre plus que la musique parce que j'ai fait le ballet national. J'ai fait plusieurs rôles dans Varietoscope. Je venais en renfort parce que j'étais un très bon comédien dans le temps. Et j'ai été chez Rosemary Bureau quand j'étais plus jeune, mais je n'ai pas duré parce que Rosemary Bureau n'était pas là. Donc il y avait trop de difficultés. Mais tout ça, c'était ma grande sœur. Et ma grande sœur, elle a joué beaucoup de rôles dans ce que je fais aujourd'hui. Même le groupe Les Patrons, c'est elle qui nous donne le nom, Les Patrons. Ah. Ouais. C'est elle qui nous donne le nom. Au début, on voulait s'appeler les boss. Elle a dit non. Les patrons. Non, les boss, les bébés gazés, on avait des noms. Elle dit non. Quand vous elle a chantez, été bien inspirée. Voilà. Vous chantez comme des patrons. Mais quand tu as décidé de quitter le groupe, est-ce qu'elle n'a pas essayé de vous réconcilier? Non, ma grande sœur me connaît mon tempérament. Moi, je suis un battant depuis que je suis tout petit. Donc, comme j'ai dit à ma grande sœur, il y a une vision, je veux aller là-dedans, elle me laisse. Elle te laisse faire. Ouais. Mais tu as bien joué dans Nafi, c'était bien. Pourquoi tu n'as pas continué dans le cinéma? Je n'ai pas continué dans le cinéma parce que je ne suis pas fait pour faire le cinéma. Et j'ai toujours dit à ma grande sœur, je ne suis pas fait pour le... Moi, je suis quelqu'un, je suis fait pour être au contact avec les gens, créer des idées, envoyer tout le monde aller chercher. Tu as un bon relationnel. Bien sûr. Très bien. Ouais. On va passer à la rubrique suivante, c'est Face à Anaconda. Je reviens à ma question tout à l'heure. Tout à l'heure, tu nous as donné une bonne explication. Tu as beaucoup de contacts avec RFI. Tu es entré à RFI grâce à Claudie, Alain Meveke à son âme, France 24, les ambassades, tout à l'extérieur, en Europe, un peu partout. Donc aujourd'hui, toi, tu fais partie des Ivoiriens qui ont plus de contacts qu'à Salfo, sur ce domaine. À Salfo, c'est le summum. Tu sais pourquoi je dis c'est le summum? Non. Parce que moi, je viens de Makori. La première maison, la première chambre d'Assalfo, j'allais répéter là-dedans. C'était comme un petit fou. Tu vois, quand tu sors de là, la sueur qui sort sur toi, c'est Dieu seulement qui connaît. Je connais l'homme. Et j'ai appris à le côtoyer. Assalfo est l'une des premières personnes, quand j'ai quitté le groupe Les Patrons, il était en spectacle à Nantes, qui m'a appelé, qui m'a donné beaucoup de conseils, qui a voulu nous réconcilier. Mais moi, je n'ai pas voulu. C'est un monsieur que je respecte. Là, c'est quand tu étais les patrons. Mais quand vous étiez encore ensemble avec les patrons, Eric, patron, il te donnait les ordres dans le groupe? Eric Patron. Oui, il te donnait les ordres, c'était le plus fort. Eric ne pouvait pas me donner des ordres. Il ne m'a jamais donné des ordres. Parce que moi, je suis quelqu'un, je suis né pour être un leader. Je ne suis pas né pour accompagner. Il ne pouvait jamais me donner les ordres. On te voit beaucoup avec Noël Guillot. Vous avez une relation? Noël Guillot, c'est notre marraine depuis... On n'était même pas artistes. C'est une dame que je respecte beaucoup. C'est une dame qui m'a toujours accompagné. Chaque fois que je peux dérailler, elle m'appelle, elle me remet sur le pas. Tu as dit que Dodo te dénigrait et te torpillait. Qu'est-ce qu'il disait de toi? Dodo, il disait qu'il vit nos regrets, il est à Paris, il n'a pas de papier. Oui, mais bien sûr, je te dis la vérité. Je te dis, moi je ne cache pas, tu vois. Aujourd'hui, on est des amis, mais on ne peut pas oublier le passé, tu vois. Tu peux tout oublier, mais le passé, tu peux pas oublier. Donc Dodo, lui, s'est promené en Côte d'Ivoire pour 2 ans qui tapent. Oui, mais Dodo, il voyait mes frères, mais il les saluait. Il voyait mes frères dans le temps, il ne les saluait pas. Quand moi, je suis resté en France, un jour, j'ai pris mon portable, je l'ai appelé, il dit, frère. Et ce que je te dis, il va se rappeler toujours. Il dit, frère, j'ai décidé de prendre mon chemin, laisse mon nom tranquille. Mais dans la vie, laisse-moi Anaconda. Dans la vie, on ne sait jamais. Oui. Tu sais, moi, je suis parti, tu me laisses faire vivre ma vie. Laisse mon nom, parce que tu ne sais pas demain quel service on peut se rendre. C'est clair. Le jour, Dodo est venu chez moi, quand il était malade, il m'a répété cette phrase. Il dit, Vino, tu n'as pas oublié. Hein. Ouais, mais le pasteur qui t'appelle pour aller soigner Dodo, quand il était très malade, là, pourquoi l'église n'a pas appelé Eric
patron ou Clemso pour aller le soigner. C'est toi qu'ils appelaient. Parce que Dodo, il était plus en bon terme avec les patrons. Comme moi, quand je suis parti, il n'était plus en bon terme avec les trois. D'accord. Donc, voilà. Il y a la honte de partir vers ses frères qui te rejettent un peu, tu vois. C'est un peu ça. Donc, tu es allé à l'église, tu as donné l'argent au pasteur, tu l'as soigné. Non, j'ai essayé de faire ce que je pouvais. Moi, c'est un frère. Voilà. J'ai essayé de faire ce que je pouvais. Aujourd'hui, il est en France, tout va bien. Voilà, ça va. En tout cas, moi, pour une fois, je suis vraiment fier d'un invité qui fait du bon boulot à l'extérieur. Merci beaucoup. Vraiment, je t'encourage. N'oublie pas nos jeunes frères artistes qui sont en Côte d'Ivoire ici, qui ne sont pas encore partis. Il faut les amener à évoluer, que ce soit dans le copie décalé, dans le rap ivoire, un peu partout, quoi. Merci beaucoup. En tout cas, si tu peux, fais-le. Merci beaucoup. Merci. Voilà, merci. Aujourd'hui, quelles sont tes relations avec Éric Patron? On a de bonnes relations. Éric m'appelle tout le temps. Soit tu es ici, tu fais preuve de sagesse, de maturité pour ne pas dire le fond des réels problèmes, sinon ça ne va pas de vous. Ça peut être ça aussi. Non, ça va pour moi. Pour moi, peut-être, je ne sais pas si Éric fait l'hypocrite avec moi, mais sinon pour moi, ça va. Il y a un homme de Dieu, il ne peut pas faire des Est-ce que vous faisiez avant, vous pouvez sortir, quand tu viens par exemple à Abidjan, vous sortez manger, ce genre de choses? Oui, ils avaient un concert il n'y a même pas longtemps. Quand je suis venu à 3 jours, je ne sais pas quoi là, je suis allé, mais je ne les ai pas salués parce que je voyageais très tôt le matin. Mais je suis venu, j'ai pris un verre rapidement, et puis voilà. Mais ils ont dit mon nom dans le micro que j'étais là. Quand vous étiez ensemble 4 à 4 là, parmi vous qui étiez un peu plus dans les pratiques occultes, quand vous étiez 4 les patrons? Ça, je ne sais pas. D'accord. Ça, je ne sais pas. Dernière question, hein. Tu dis qu'on t'appelle le griot d'Assalfo. Oui. Pourquoi? Et ça te dérange? Moi, ça ne me dérange pas. Moi, je suis fier qu'on m'appelle le griot d'Assalfo. Pourquoi je dis que je suis fier? Parce que Assalfo, c'est quelqu'un qui a toujours aidé. Mais c'est quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il fait. Tu vois? Et je vois certaines personnes, beaucoup de méchanceté envers l'homme, qui a une bonté parce que c'est quelqu'un qui peut se réveiller à 4 h du matin pour ton problème. Parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas les défaites. Donc, quel que soit le problème que tu vas l'expliquer, ce n'est pas pour lécher les bottes d'Assalfo. J'en ai pas besoin. Parce que là, on a un exemple, hein, le roi 12-12 et l'opère d'Alois. On veut essayer de comprendre. C'est pas pareil. S'il y a une reptile gang, non, voilà. C'est pas pour lécher les bottes d'Assalfo. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il a fait, une chose qu'il a faite pour toi? C'est ce qu'Assalfo a fait pour moi. Il a apporté beaucoup dans ta vie. C'est ce qu'Assalfo a fait pour moi. Qu'est-ce qu'il a fait, dis-nous? Assalfo, Ange Super Choc, c'est un grand frère qui m'a imposé dans le Zouglou. Ange Super Choc, il est tombé malade. Mon Vino, quand j'étais à Abidjan, c'est moi j'étais devant, c'est moi qui voyais tous les artistes. Quand j'ai appelé Assalfo m'envoyait l'argent chaque 2 semaines pour m'occuper de Ange pendant 6 mois. Waouh, okay. C'est des grands gestes. Pendant 6 mois. Et Assalfo, quand j'ai chanté avec les patrons, c'est Assalfo qui était notre parrain. C'est Assalfo qui nous a ouvert les portes. C'est Assalfo qui a acheté 250 CD pour aller partager à Paris. C'est beaucoup, ça. Et c'est Assalfo qui fait voyager Éric Patron pour la première fois au Burkina. C'est Assalfo qui fait jouer les patrons pour la première fois à l'Olympia. C'est Assalfo qui fait jouer Zouglou Mekes au Zénith de Nantes. Assalfo fait beaucoup de choses. Donc, avec tout ça, tu es fier. Je suis fier. Non, tu es fier d'être le repéro d'Assalfo, ça ne dérange pas. Je ne peux pas être le repéro d'Assalfo. Je suis le petit frère d'Assalfo qui fait ses louanges, qui dit ce qu'il fait. Mais ça, on appelle repéro. Je préfère parler de l'homme. On va s'arrêter là. Je préfère parler de l'homme, de l'émission. De ce qu'il fait, de son vivant. Ce n'est pas le jour où je touche du bois qu'il y a un malheur, on va dire il était. Non. Il faut qu'on parle de ça pendant qu'il est vivant. Merci beaucoup, Vino. Tu l'as dit, beaucoup de choses en prévision, des spectacles, des tournées avec des artistes du rap ivoire, du Cameroun, etc. On te souhaite vraiment que le meilleur. Merci. Avant de se séparer, un coucou avant de partir, Anaconda. Oui, bien sûr, j'ai fait un coucou à Rodolphe du Forti, sans oublier le Pradaman, Miss Nikki de Bassam à Paris et Lamine Voiture. Merci. Un petit coucou à Ibrahim Sanogo et à Patrice Premier d'Andy. Merci beaucoup. Alors rapidement, j'aimerais saluer 2 femmes fortes. Il s'agit de Marie-Laurence Adoueni et Sylvie Kwame. Merci pour tout. Vino, un coucou. Je fais un coucou à la Côte d'Ivoire. Je suis là pour les prémudes. Je demande à tout le monde de me soutenir parce que dimanche, je vais prendre mon trophée puis je vais venir montrer ça à Anaconda. N'oubliez pas, dimanche en direct sur la 3, c'est dimanche 6 novembre, en direct sur la 3, vous aurez les prémudes 2022. Merci beaucoup, excellent week-end sur la 3. Merci de votre assiduité. Rendez-vous est pris pour lundi, même heure, même canal.